Bonjour à tous. Aujourd'hui, je me retrouve avec mon cher associé, mon cher co-host, Raph, pour parler du mensonge. Salut Raph. Salut Mounia. Alors, tu voulais qu'on parle du mensonge. Pourquoi t'as eu cette idée? Alors j'ai eu cette idée parce que j'ai regardé une série qui m'a choqué et c'est rare que je sois impressionné à ce point-là parce qu'on en voit beaucoup aujourd'hui et c'est dur je trouve de trouver des pépites et celle-là elle est vraiment pépite, s'appelle Dropout. Ouais, de Dropout. L'histoire d'Elizabeth Holmes. Exactement. Donc pour donner un peu de contexte pour ceux qui savent pas qui est cette dame, c'est une américaine. Fait Stanford, qui a drop out, justement, un peu comme Mark Zuckerberg, tout ça, ses Donc idoles. oui, en fait, ce qu'on voit dans le début de la série, c'est que beaucoup d'entrepreneurs à succès qu'on connaît ont fait Stanford, donc une université américaine, une des plus prestigieuses, à Palo Alto, et n'ont pas fini leurs études, donc drop out, ils se sont arrêtés avant la fin, quoi. C'est limite si tu finis, si t'es pas bon, quoi, tu vois. Ouais, c'est limite t'es pas très bon. Un marqueur de succès, quoi. Les gens vraiment stylés, ils vont pas au bout de leurs études. Et c'est ce qu'elle vend à ses parents, d'ailleurs. C'est très drôle. Effectivement. Donc cette jeune fille fait une des meilleures universités américaines. Exactement. Elle drop out pour monter sa boîte start-up. Dans la santé, dans la recherche en tout cas, dans les sur un sujet qui est comment tester le sang d'une personne, non pas en prenant une grosse quantité comme quand nous on va chez le laboratoire ou chez le docteur, mais en prenant juste une goutte. Et donc elle fait une société qui s'appelle Theranos, comme ils disent, avec l'accent. On dit français, on dirait Theranos, mais c'est moins stylé. Et cette société va se retrouver à lever énormément d'argent, presque 1 milliard, sur cette idée, à faire des partenariats avec Walgreens, donc qui est l'équivalent de, je sais pas comment dire, Carrefour en France, enfin qui est énorme, pour être dans tous les carrefours. C'est comme si on était dans tous les carrefours de France avec ce produit-là. Donc c'est un produit qui permet de faire des analyses sanguines, mais limite à la maison, quoi, genre simplement. Là pour le coup c'était dans les Walgreens, mais peut-être à terme le but c'était que quelqu'un qui est malade, au lieu qu'il ait besoin de se déplacer dans un labo tous les 2 jours, il puisse le faire de chez lui. Ok, et que surtout au lieu de lui prendre tout ça de sang, on lui prend une petite goutte, juste une et goutte, on peut faire plein d'analyses différentes. Exactement, tu peux le tester jusqu'à 1000 choses. Donc ça c'était sa vision. Exactement. Okay. Ce qu'on voit, et c'est sorti évidemment dans la presse, parce que la fin de l'histoire... Donc c'est une histoire vraie, c'est pas du tout une série. Oui, bien sûr, c'est une histoire vraie. C'est qu'elle se met à mentir sur les résultats qu'elle obtient. Donc elle fait le fameux, et c'est ça dont je veux donc qu'on discute aujourd'hui, c'est le fake it until you make it, comme on dit dans la Startup Nation. Donc faire semblant jusqu'à temps de y arriver. Donc ça a été vraiment une devise repris énormément, qui était repris aussi en France, The Family, ça a été beaucoup diffusé. Ce qu'on voit dans la série, c'est cette personne qui va petit à petit faire petit mensonge, moyen mensonge, gros mensonge, et qui va se retrouver entraîné dedans parce qu'on peut pas revenir en arrière, et qui va petit à petit sombrer. Et qui va ça c'est la fin de l'histoire, être condamné récemment. Faut quand même prendre conscience elle a pris 11 ans de prison. De prison ferme. Exactement. Alors je sais pas, j'ai pas le détail judiciaire, mais c'est très rare qu'il y ait des condamnations d'entrepreneurs à ce niveau-là. En effet, quand on touche à la santé et à des tests qui ont donc été falsifiés parce que ces machines ne marchaient pas. D'accord. Donc en gros, elle avait cette vision. Ils ont jamais réussi à exécuter cette vision, donc à faire marcher les machines. Et ils se sont mis à mentir non seulement aux investisseurs, donc pour lever beaucoup d'argent, mais également aux clients, aux partenaires. Donc c'est-à-dire qu'ils ont filé des tests falsifiés à des patients, quoi. Exactement. En lançant Tu m'étonnes qu'elle ait été condamnée. C'est pas juste. Même si c'est pas, je dis pas que c'est rien de mentir à des investisseurs, mais c'est différent. Là, la santé des gens est en jeu, quoi. Bien sûr. Pour autant, ça a été vu par certains investisseurs et certains fonds dans la tech ont trouvé que c'était exagéré. Donc il y a tout un débat aussi là-dessus, tu vois, où jusqu'où va la responsabilité d'une personne, du dirigeant dans ce process-là, parce qu'elle a défendu le fait est que elle était CEO d'une boîte de plus 500, 700 personnes et qu'elle n'avait pas exactement toute connaissance de ce qui se passait dans le labo, que c'est son associé qui était aussi son amant. Donc c'est marrant, comme quand on voit aussi des patterns par rapport à SBF et à toute l'histoire de aide-moi sur la boîte de crypto là qu'il a craché. Aux US. Bon, en tout cas, voilà, pareil, même histoire d'amant qui gère un peu un business et qui va dans le mur, qui finissent par mentir. Donc, tu vois, même histoire de mensonges qui sont pris dans leurs mensonges et puis quand ça explose, c'est la case prison.
Et à petite échelle, de ce que je connais de l'entrepreneuriat, et puis de ce que tu connais aussi, parce que t'en as vu beaucoup, j'allais dire dans ton bureau quand t'étais VC, même si c'était plus dans les cafés, quand tu viens pitcher un projet, en fait, tu vas pitcher une vision. Bien sûr tu pitches, donc voilà, donc bien sûr par essence, ouais. c'est un peu. Et on peut définir qu'est-ce que c'est mentir et qu'est-ce que c'est pas mentir. Et ce que je te propose aussi pour aujourd'hui, c'est d'avoir une discussion où on n'est pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien, c'est gentil, c'est mal. Ah oui, c'est pas bien d'avoir menti. C'est pas ça le sujet en fait. Bien sûr que non. Déjà, c'est de comprendre au niveau cognitif, au niveau de ton cerveau, mais qu'est-ce qui se passe pour que tu sois amené à mentir. Et qu'est-ce qui se passe une fois que tu mens? Et qu'est-ce que tu fais vivre à ton corps, entre guillemets, à ce moment-là? J'irais même après plus loin, comment on fait pour s'en sortir? Et peut-être même, je me mets à la place du coach qui se croisera la route de cette personne, parce qu'elle a quand même 2 enfants. Elle part pour 11 ans, 2 enfants en bas âge. Donc t'imagines l'état d'esprit de la personne. Je pense qu'elle va avoir besoin de quelqu'un pour l'accompagner à la sortie de tout ça. Comment tu presque te pardonnes d'avoir menti? Comment tu répares peut-être ton mensonge aussi auprès des personnes que ça a impacté? Mais pour revenir à un niveau, je pense, qui peut toucher les auditeurs, et particulièrement les entrepreneurs, comment on peut repérer aussi les signaux faibles, où on se dit là, je suis sur une pente glissante. Donc il y a plein de sujets, et non, en effet, c'est pas du tout moralisateur, dans le sens où moi, je me mets moi-même dans la position, et toi aussi, t'as levé des fonds, donc dans la position de la personne qui, après coup, a aussi réalisé que parfois, le fameux storytelling, donc on peut après débouler sur pas mal d'autres sujets, parce que typiquement, je sais que t'as reçu une personne, et moi j'ai aussi des personnes proches, il y a des humoristes maintenant qui prennent des reels sur Instagram, et qui disent, tiens, lui il ment, donc c'est un peu le tribunal d'internet, c'est de prendre l'histoire un peu sortie de son contexte et de dire, tiens, lui il ment, tu vois. Et aujourd'hui, le storytelling est devenu tellement important dans la Startup Nation et même dans le monde en général. Mais ça a toujours été. Ça a toujours été, t'as raison. Mais... tiens, je te laisse finir. Pardon, je t'ai coupé. T'as raison, mais avec les réseaux sociaux, c'est peut-être exacerbé. Et Mm-hmm. donc maintenant, on va chercher le mensonge. Donc on en revient aussi au truc de fake news dont on a déjà parlé ensemble. Et donc on va pointer le mensonge, alors même que les histoires qui ont été racontées, nous, pour connaître les entrepreneurs en question, elles sont vraies. Donc c'est drôle de voir à quel point ça a dérivé. Et je me demande même comment on fait quand on est accusé de cette manière-là, parce que c'est pas agréable. Donc voilà, tous ces sujets-là autour du mensonge dont j'ai envie d'avoir des éclairages. Alors, je sais pas si j'aurai des éclairages, on va avoir une discussion et je pense qu'on va tous les deux sortir grandis, enfin en tout cas c'est ce qu'on espère de cette conversation. Alors déjà, juste sur ce que tu dis, oui, maintenant le storytelling c'est devenu important. Je renvoie même les auditeurs, mais toi aussi, je sais pas, tu as dû peut-être l'écouter il y a longtemps, tu as oublié. Un des premiers thèmes du podcast 108 milliards, donc moi, les thèmes que j'ai fait à la première saison, où la plupart, c'était assez court et je parlais seule, c'était vraiment un peu plus didactique, où je transmettais des trucs sur le cerveau, des trucs de santé mentale. Et le premier thème, il s'appelle le cerveau d'Homo sapiens. Je crois qu'il y a 5 épisodes. Il y en a un où je raconte comment Homo sapiens, en fait, a pris le pouvoir sur les autres espèces d'hominidés et sur tous les animaux. C'est pas le moment où, justement, tu vois, Homo sapiens par rapport à Néandertal, ils ont cohabité. Et Néandertal était beaucoup plus fort physiquement. Et pourtant, c'est Homo sapiens. Aujourd'hui, on est tous des Homo sapiens sur Terre. Il paraît qu'on a quelques gènes de Néandertal. Hein. Ils sont un peu mélangés quand même. Certains plus que d'autres. N'importe quoi. Non, je pense que c'est assez large. Mais globalement, voilà, ils sont mélangés et tout. Mais bon, c'est clairement Homo sapiens qui a gagné, alors que physiquement, un Homo sapiens était beaucoup plus faible. En fait, Homo sapiens a craqué un truc. C'est à réussir à se fédérer à plus de 50 individus. 50 individus, en moyenne, c'est le nombre qu'un cerveau ou qu'un individu est capable de gérer, le nombre de relations que tu es capable de gérer. Mais chez les singes aussi. C'est-à-dire que chez les singes, chez les autres homos machin, et peut-être même, j'ai pas trop le détail, mais sûrement chez d'autres animaux, c'est le nombre d'individus que tu es capable de connaître en vrai, du coup, de te fédérer avec eux. Homo sapiens a réussi à se fédérer à plusieurs milliers, plusieurs millions, voire quelques milliards aujourd'hui. Et comment on a réussi à faire ça ? En inventant des histoires, en les croyant et en les faisant croire aux autres. Un excellent exemple de ça, c'est les religions. Qu'est-ce qui fait que, moi je suis de culture musulmane, on est je crois un peu plus d'1 milliard sur la planète, qu'est-ce qui fait que si demain je me retrouve à la Mecque, je vais sentir du lien avec un Indonésien, par exemple, qui fait pas du tout, qui a
aucun background similaire au mien dans le reste des études machin, juste parce que tiens, on nous avait raconté une histoire quand on était petit de l'islam quelque part. Ça c'est hyper puissant. Pourquoi donc du coup, si on arrive à se fédérer, l'union fait la force. C'est comme ça qu'Homo sapiens est devenu ce qu'il est, dominer le monde quoi. Donc une fois que t'as compris ça, tu te dis pas que le storytelling ça a commencé avant-hier, pas du tout. C'est au cœur de notre humanité. Et est-ce que raconter des histoires, c'est mentir ? Exactement la question que j'allais te poser. Bah ouais. Alors, déjà, on va essayer de prendre le premier pas de ça vis-à-vis de soi-même. Parce que le problème de tout ça, c'est à quel moment je crois les histoires que je raconte aux autres. Pour que ça marche, tout ça, il faut y croire. Les gens qui ont réussi à fédérer autour d'eux, ils croyaient leurs propres mensonges quelque part, même ceux qui ont menti. C'est pas du tout des gens malhonnêtes dans le sens je te pigeonne. Et elle, je pense qu'elle est un peu dans ce cas-là. À un moment, elle était dedans, quoi. Ça y est. Elle s'est tellement prise au jeu. Oui, mais elle le savait qu'elle était dedans. Elle le savait, mais elle le savait plus dans son quotidien. Et on peut revenir à ce qui se passe au niveau cognitif, etc. Pour que ça marche, tout ça, voilà, pour que ça marche, faut y croire. C'est ça le sujet. C'est comme ce que je vous dis quand on fait de la visualisation. Quand on fait de la visualisation, je vous dis, vous allez écrire une petite pièce de théâtre dont vous êtes le personnage principal dans le futur. Je te dis, tu vas jouer le Raph du futur qui a atteint tous tes objectifs. On pourrait se dire d'une certaine manière, on se ment à nous-mêmes. Mais bien sûr, quelque part. Je veux dire, c'est un moment. Et je dis, le secret pour que ça marche, c'est d'y croire. Le cerveau est construit pour faire très très peu de différence entre une situation que tu vis vraiment et une situation que tu imagines fortement. Et donc, à chaque fois qu'on se ment à nous-mêmes, entre guillemets, à travers de la préparation mentale, de la visualisation ou autre chose, ce qu'on est en train de faire, on est en train de préparer notre cerveau pour que ça devienne sa réalité. Hopefully, et pourquoi le fake it until you make it, moi je dis toujours aux gens, c'est pas vis-à-vis des autres, c'est vis-à-vis de toi-même. Hopefully, si tu fake it until ton cerveau y croit, c'est comme si tu transformais ton cerveau en missile à tête chercheuse pour que ça devienne la réalité, parce qu'il a besoin de cohérence, donc il va aller ramener cette cohérence. Donc ce système, il est engrammé en nous, et c'est très bien. C'est notre force. Et le problème, c'est quand on le diffuse aux autres et sur des trucs qu'on maîtrise plus. En fait, quand le truc devient trop gros. Si notre amie Elizabeth Holmes s'était convaincue que son truc allait marcher, que son truc marchait juste, ou même avec son équipe, que ça marchait juste pour eux se préparer mentalement à y arriver, why not ? Mais ils sont allés beaucoup plus loin que ça. Et c'est ça le sujet. J'allais dire un autre truc. Est-ce qu'on est d'accord que dans la majorité des cas, le fake it until you make it, il est dirigé vers les autres. C'est-à-dire que... Non, mais on est d'accord que l'état de fait, c'est que c'est utilisé comme ça. C'est que c'est utilisé pour convaincre les autres de nous faire confiance. Ça peut être des investisseurs, ça peut être des clients, ça peut être des salariés, ça peut être des... Enfin, voilà. Et dans ce cas-là, en effet, on s'expose. Allons pas trop vite là-dessus, mais oui, tu as tout à fait raison, et on va y aller, c'est ça le sujet d'aujourd'hui, c'est pas qu'est-ce qui se passe. Parce que si, on va parler de comment on se ment à nous-mêmes, mais le sujet c'est comment on s'expose vis-à-vis des autres. Mais juste avant ça, justement, je viens de me rappeler de ce que je voulais dire. Quand tu fais de la visualisation même, et que tu veux faire le fake it until you make it, sans aller dans un truc complètement delusional. Parce que c'est ça le problème, c'est que quand tu vires vers un truc qui est plus du tout connecté à ta réalité, et que ça marche plus d'ailleurs. On parle souvent, moi je vous dis, attention, pas de fake news. Pas de fake news. C'est une différence de se dire mon produit ne marche pas à l'instant T, mais je vais tout faire pour qu'il marche. Je suis convaincue qu'il y a un chemin, que s'il y a un chemin pour qu'il marche, je le trouverai, que de dire mon produit marche. Et c'est peut-être ça le truc. Donc, je pense que on peut faire tout le storytelling qu'on veut. Après, on peut parler effectivement des réseaux sociaux où des fois tu sors un truc hors de son contexte et les gens vont dire ah elle a menti, mais ça à la limite bon c'est bien, ça fait des vues, tout le monde est content. C'est pas toujours des vues de très grande qualité, mais pourquoi pas. Mais vraiment ce truc pour soi-même déjà de à l'écrit d'être un psychopathe, un ayatollah de c'est quoi mes facts. Et les facts ils ne mentent pas en fait les facts. Je dirais à un moment quand si on revient à l'exemple de Theranos là dont tu parlais, si je fais rentrer du sang dans une machine et que les résultats qui sortent sont pas bons, ça c'est un fact. C'est pas... Tu vois ce que je veux dire ? Je vois exactement ce que tu veux dire. Donc elle aurait dû intégrer dans sa visualisation le fait est qu'à l'instant T, ça ne marchait pas. Et du coup, construire un futur souhaitable dans lequel elle résout le problème. Et non pas construire sur le fait que c'est bon, ça marche et qu'on peut enfin le mettre dans des magasins. Exactement.
Mais donc juste pour raccrocher les wagons, le storytelling c'est au cœur de notre vie et que c'est ce qui fait notre force en tant qu'Homo sapiens. On ne vit pas dans les facts, on vit dans l'histoire qu'on se raconte sur les facts. Donc ça c'est clair. Et donc revenir aux facts c'est important. Maintenant qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis des autres? Et notamment quand tu es entrepreneur, que tu sais très bien que ton produit marche pas, mais que tu sais aussi très bien que si tu lèves pas 5 millions, ta boîte elle va au tapis dans 3 mois. Et que tu crois à ta vision, t'es drivé. Ce que j'ai vu aussi dans cette série sur cette dame, c'est que on voit un peu son enfance, on voit ses relations avec son père, tout ça. C'était même pas une option pour elle de pas y arriver, mais à un point too much en fait. C'était devenu et justement ça c'est intéressant. Si on revient à une émotion dont je parle beaucoup et je dis à tout le monde il faut s'en méfier comme de la peste, la honte. En fait, cette meuf, moi, ce qui m'a... les premiers épisodes, parce que j'ai pas encore tout regardé, on en a parlé et j'ai pas encore tout regardé, mais bon, je connais l'histoire, mais les premiers épisodes, mais si tu veux, j'ai été envahie. Parce que moi, je sais pas, ces derniers temps, j'essaie vraiment de ressentir ce que les autres ressentent. Et il paraît que ça me réussit bien. J'ai été envahie par une espèce de montée de honte. Mais... C'est absolument gênant. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous allez voir, et encore, hein, c'est pire, forcément, au fur et à mesure de la série. Moi, rien que d'y penser, ça me met la chair de poule. Je te jure, c'est malaisant au point où tu te demandes si tu vas remettre le prochain épisode, tellement c'est dur à regarder. Ouais. C'est dur à regarder. Ouais. Mais parce que tu sens cette honte qu'elle ressent. Tu la sens de manière très très forte. Et c'est horrible. Moi, là, rien que je t'en parle, j'ai mal au ventre. Pareil. Non, mais sinon, on va bien, hein, vous inquiétez pas. Mais d'ailleurs, tu vois, moi, je l'ai revu, cette série aussi, d'une manière à me dire, ok, je capte ce sentiment-là, et ce sentiment-là, maintenant, il est identifié chez moi, et demain, si je me retrouve dans une sensation dans une situation, où je commence à ressentir cette sensation, c'est un énorme warning. Mais ouais, voilà. Et maintenant, prenons le cas un peu typique. Je sais pas à quel point il parle aux gens, mais je pense qu'on peut le retrouver partout. De l'entrepreneur qui est patron de sa boîte, qui a une responsabilité, c'est de payer les salaires à la fin du mois. Et on l'a tous vécu, ça. Et qui doit lever de l'argent. Et qui sait très bien qu'il n'est pas encore là où il doit être. À quel endroit il ment et à quel endroit il ment pas. Je pense qu'un très très bon red flag, c'est est-ce que j'ai honte? Si j'ai honte et que je mens parce que j'ai honte, énorme red flag. Si je ressens pas de la honte, je vais voir à ce moment-là qu'il y a une façon de storyteller l'histoire. Donc est-ce qu'après les VC pourront dire t'as menti, t'as pas menti? Il y a une façon d'être hyper authentique et moi j'ai rencontré, Dieu merci, beaucoup d'entrepreneurs qui ne m'ont jamais menti, qui m'ont jamais regardé dans les yeux, enfin en tout cas... je les ai pas pris sur le fait ils me regardent dans les yeux, ils me disent pas que leur produit marche alors qu'il ne marche pas, mais ils me racontent l'histoire de pourquoi il ne marche pas et pourquoi il va marcher dans le futur d'une façon qui fait que j'y crois. Est-ce que ça c'est du mensonge? Moi je dis non. Ça c'est emmener les gens. Et si cette personne-là, et d'ailleurs, je l'invite dans pas longtemps, on va pouvoir en parler, j'espère qu'il va sortir cette citation, j'invite dans pas longtemps sur le podcast 108 milliards mon ancien patron, Jean-David Chamboredon. Et lui, il adorait dire, faut pas se raconter d'histoires de gitans entre gitans, les entrepreneurs de la tech sont des gitans et les VC c'est des gitans. Faut pas croire que... Voilà. Donc si tout le monde autour de la table est bien conscient de ce jeu de dupes, et qu'on n'est pas... Encore une fois, c'est très différent de dire mon produit marche alors qu'il ne marche pas, que de dire mon produit ne marche pas aujourd'hui, mais... il va marcher pour telle et telle raison, et quand même, il y a déjà des trucs qui marchent. Ça, c'est du storytelling. Et pour moi, c'est toute la différence. Ne pas dire. Alors, ça, tu parles du mensonge par omission. Alors ça, l'exemple typique, c'est si je trompe mon copain ou ma copine et que je lui dis pas et qu'il le sait pas, c'est pas grave. C'est l'exemple qu'il y a beaucoup de gens qui disent je préfère pas savoir. Pour reprendre aussi ton exemple dans une levée de fonds, toutes les boîtes ont des cadavres dans le placard. Ouais. C'est rare que t'arrives en levée de fonds en disant et au fait on a ça, tu vois. Mais après c'est aussi la question de et c'est tout ça franchement j'ai pas la réponse, c'est pour ça qu'on a dit qu'on va pas le faire de manière culpabilisante. Bien c'est comment je prends ma pleine responsabilité. Bah déjà être clair avec toi-même. Si tu sors pas tes cadavres dans le placard parce que tu dis que c'est pas significatif. Mais des fois, tu te trompes. Des fois, c'est significatif. Sur le moment, t'as cette impression, mais a posteriori, tu vois les choses différemment. Et aussi, ce qu'on voit beaucoup, c'est que les entrepreneurs, moi, je vois énormément d'entrepreneurs qui sont des éternels optimistes visionnaires. Ça, c'est une certitude absolue. Ce qui aggrave, entre guillemets, ou accentue, en tout cas. Mais oui, et c'est des gens qui ont des visions macro.
Donc le petit cadavre dans le placard, détail. Non, mais oui, effectivement, on a des retards sur le paiement des fournisseurs, mais c'est un détail. Non, c'est pas un détail. Donc déjà, on va arriver à des choses simples. À voir, et tu disais, eux, c'était son amant, son associé, donc ça a foutu le bazar et tout. Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont amants et qui font des super boîtes et qui se mentent pas eux-mêmes. Donc c'est pas parce qu'ils avaient une relation amoureuse qu'ils se sont retrouvés là-dedans. Mais effectivement, c'est peut-être plein de petits ingrédients mis bout à bout qui commencent à compliquer il y a amant la caché, chose. comme c'est le cas dans Ah oui, c'est un amant caché. Ouais, et il y a femme et mari avec... Mais donc on revient toujours à la même chose. En fait, c'est vraiment à quel point est-ce que j'assume ma zone d'ombre. Bien sûr. Et est-ce que et c'est intéressant quand tu dis mais les cadavres dans le placard, j'en parle pas aux investisseurs en arrivant. Et effectivement, il y a une différence entre j'assume complètement ma zone d'ombre, que ce soit en tant que chef d'entreprise ou à titre personnel, et j'étale ma zone d'ombre à quelqu'un qui m'a rien demandé et où ça le regarde pas. On peut très bien protéger, et d'ailleurs pour la posture de CEO, tu protèges ton intégrité. T'es pas obligé de tout raconter à tes investisseurs. Moi, je ne crois pas qu'il faut tout raconter à tes investisseurs. Déjà parce qu'il y en a plein qui savent pas gérer leurs émotions et qui paniquent. Ils ont jamais géré une boîte et dès que tu leur dis un truc, ils paniquent. Donc déjà. Et puis parce que en fait, c'est ta boîte en fait. C'est toi le patron. Par contre, c'est comment est-ce que j'assume vraiment ce qui va pas, ce qui va. Donc ma zone d'ombre, ma zone de lumière. Comme que j'ai un skill de le raconter d'une certaine manière qui embarque les gens. Bah ouais. Mais encore une fois, c'est au cœur d'Homo sapiens. Et je suis pas obligée d'aller. Comme tu vas pas aller voir tes voisins et leur raconter ce qui va pas chez toi, et attention, pour qu'ils te tapent, je dirais à un moment... Les voisins me font rarement des chèques de la taille de ceux des investisseurs. Je reprends pour clarifier ce que tu dis. C'est toujours cet aspect de conscience qui revient souvent dans les discussions, donc je dois en avoir conscience. Ouais. Mais on a commencé l'épisode en disant que souvent on commençait par se mentir à nous-mêmes. Donc j'ai l'impression que là, il y a un peu une dissonance, c'est que d'un côté, il faudrait être en pleine conscience et donc savoir qu'il y a des cadavres et se dire... je vais pas les sortir, mais de l'autre côté, vu qu'on est super optimiste et qu'on a une capacité formidable à avoir des biais et donc à sortir de notre champ de vision tout ce qui ne corrobore pas avec la cohérence de notre cerveau, eh bien, il se trouve que finalement, on n'est pas en conscience. Ouais, complètement. Et c'est pour ça qu'avoir des gens autour de nous qui nous ouvrent, des gens avec qui on est en confiance et qui nous ouvrent les yeux, c'est fondamental. Ces gens-là, ça peut être évidemment des associés différents, des profils différents. Tu vois, par exemple, je trouve ça génial, même si après, le côté un peu shopping list de la team de fondateurs parfaite, j'y crois pas trop, mais mine de rien, avoir un CEO très visionnaire, très optimiste, qui a plutôt une vision macro, avec un associé qui est limite un peu pessimiste. Tu sais, le genre de profil, qui est pas bon en phase d'idéation, quoi. Dès que tu lui parles d'un nouveau truc, la première chose qu'il dit, non mais ça va pas marcher parce que. Mais si lui, déjà qu'il assume son rôle et qu'on sait qu'il joue ce rôle-là, et donc du coup on va pas croire tout ce qu'il nous dit, et que même lui ne croit pas tout ce qui se dit entre guillemets, et en association avec quelqu'un d'hyper optimiste, hyper visionnaire, c'est pas mal en fait déjà d'avoir ces profils-là autour de soi. Donc déjà voilà, une équipe d'associés, si tous les associés d'une boîte sont en mode hyper bullish, hyper on s'en fout de la finance, nous ce qu'on veut c'est la vision, on va sauver le monde, déjà faut se poser des questions. Le deuxième truc, c'est... C'est quelque chose que tu as repéré, toi, dans des équipes, tous les gens que tu as vus chez Isaïe et dans d'autres fonds où tu as travaillé, tu as vu ces facteurs-là où tu t'es dit, c'est bien. Là, il y a l'optimiste, là, il y a le pessimiste, on est bien. À l'époque, je l'avais pas formulé comme ça, je pense que je manquais encore un peu de recul là-dessus, c'est venu après, tu vois. Mais je voyais déjà des choses, effectivement. Je dis... En fait, moi, ce que je cherchais, c'était un CEO hyper drivé et des associés qui le complétaient. Mais à l'époque, j'étais encore plus qui le complétait plutôt sur des skills, j'avais pas encore ouvert les yeux sur ce truc-là précis de faut un mec entre guillemets, un mec ou une fille un peu relou dans l'équipe. Et est-ce que c'était des discussions de VC que de dire si on a un mec super drivé, voilà, très optimiste, très visionnaire, très macro, le risque c'est que au niveau micro, il y a des cadavres, il y a des blind spots, il y a des trucs qu'on voit pas. Bien sûr. Et donc, il faut que, tu vois, est-ce que c'était quelque chose qui était carrément dans les process, tu vois? Alors, c'était pas du tout dans les process, mais en tout cas, moi, je les ai pas vus. Peut-être que certains confrères faisaient différemment. Là, je vais en inviter plein. Je sais pas, j'ai catch-up avec plein d'anciens confrères, donc je les ai invités. Ils nous le diront. Mais c'est pas aussi simple, parce que le problème aussi du VC, c'est qu'une fois qu'on est investisseur dans une boîte, on est aussi vachement... On s'embarque là-dedans. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit aussi dans la série. C'est ce qui s'est passé, exactement ce qui s'est passé. On s'embarque. Donc, on voit plus forcément les choses comme ça.
Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que en fonction des personnalités d'entrepreneurs qu'on avait en face de nous, par exemple, très simplement, on prenait le business plan et on lui mettait un multiple, on le divisait par 2, par 3, par machin, en fonction de la personnalité de la personne en face. Ça, c'est sûr et certain. Et puis aussi, ça dépend des types de projets. Un projet où on voit que ça va se jouer à une gestion hyper fine de la trésorerie, etc., tu peux pas avoir un entrepreneur comme ça à la tête. C'est pas possible, en fait. Un projet où, de toute façon, soit ça va faire un énorme carton sur un malentendu, soit ça va pas marcher du tout, limite, tu sais que tu es plus au casino, donc tu joues, et tu te dis, et au contraire, finalement, ça devient une énorme qualité, que la personne soit un peu bullish. Très intéressant, très intéressant. Est-ce qu'on peut aller sur la partie, du coup, comment moi, je repère mes signaux faibles, ou je repère même d'ailleurs les signaux faibles des autres, et comment je peux voir un peu ce qui m'intéresse, c'est aussi le tipping point. Ouais. C'est quand on bascule de l'un à l'autre, parce que souvent on commence par quelque chose de bien intentionné, voilà, tout va bien, et à un moment donné on s'enfonce, quoi. En fait, ça c'est aussi hyper. Alors il y a plusieurs choses dans ce que tu dis, mais attends, je voudrais juste revenir à, en tant que fondateur, tu te fais ta team de gens qui vont te dire tes cas de vérité, pour pas justement te mentir à toi-même. Tu te dis on est bourré de biais et tout ça. Donc t'as peut-être tes associés qui sont différents de toi. Et comment est-ce que vous instaurez un dialogue qui fait que c'est vertueux? Mais c'est pas ça. Pour moi, un fondateur, il doit se construire sa team avec des gens dans l'équipe, donc ses associés par exemple, ou d'autres, mais plein de gens qui sont hors de sa boîte. Et dans sa team, moi je fais souvent ça avec les CEO que j'accompagne, je leur dis pose-toi et construis ta team de gens qui vont t'aider à réussir. Et dans ces gens-là, peut-être un coach ou un sparring partner, un mentor, etc. Si t'as typiquement si t'as un ancien patron qui joue un peu ce rôle de mentor pour toi, qui te connaît en fait et qui mets-le dans ta team. Tes amis, et notamment tes amis, qui n'ont rien à voir avec la tech, qui n'ont rien à voir, qui ne vont jamais être impressionnés par le fait que tu aies levé 5 ou 10 millions. Il faut avoir des gens comme ça et ça peut être des gens de ta famille. Là, typiquement, je travaillais avec une personne, on faisait la liste de sa team, elle a dit, mais je vais mettre ma mère. Et parce que elle me dit, ma mère, elle en a rien à faire de ce que je fais, elle me voit, elle va... Enfin, tu vois, dans sa team, il faut avoir des gens qui ne connaissent rien à ce que tu fais et qui ont juste du bon sens paysan. Et ces gens-là, ils vont poser ces questions. Typiquement, je pense que tiens, mais ton produit, il marche? Non, mais c'est pas grave. Mais quand même, là, c'est le sang des gens. Si quelqu'un lui avait juste dit ça. En fait, on se rend pas compte que dans ces sphères-là, plus on monte, et moins les gens osent nous dire des choses simples. Et si t'as la chance d'avoir des personnes qui peuvent encore te dire des choses simples, prends-les. Je vais faire une digression. Hier, j'étais à une intervention d'un des commandants du Charles de Gaulle, donc le porte-avions d'amiral. Ça me fascine tous ces trucs-là. Comment ça se fait que tu t'es retrouvé là-dedans? C'est le club Bootstrap qui a organisé ça. Génial. Donc, super intéressant. Ouais. Et le général disait, j'ai eu la chance d'avoir dans mes 10 adjoints, donc t'imagines porte-avions 2000 personnes, voilà, c'est assez gigantesque. Hein. Donc il y a 10 personnes qui sont en dessous de lui, responsables de chacun d'une partie, un des avions, un des munitions, c'est quand même un truc nucléaire et tout, donc tu vois. Et il dit, j'ai eu la chance d'avoir sur les 10, 6 de mes amis, de gens vraiment proches de moi, avec qui j'ai fait toutes mes classes, avec qui j'ai progressé, donc des gens en qui j'ai confiance. Et il dit, c'est arrivé plusieurs fois qu'ils viennent, qui me disent, on peut te parler, qui m'emmènent je dis, plutôt dans ton bureau, on va aller. On va dans ton bureau. Au fait, le truc que t'as prévu mercredi prochain, c'est de la merde, on va pas le faire. Et on va pas le faire pour ça, et ce qu'on te propose à la place, c'est ça. Et il dit, il faut une bonne dose d'humilité pour recevoir et protéger le fait, enfin même pas protéger, c'est voir ça comme un cadeau, parce que eux ils prennent entre guillemets, voilà, ils prennent un risque énorme. En fait, c'est tellement facile de pas dire la vérité à un patron. Bien sûr, et donc faut l'accueillir bien, et faut se dire en fait, faut les remercier, il faut se remercier soi-même d'avoir créé assez de confiance et un terreau assez fertile pour que ces gens-là puissent le dire et qu'on évite, parce que dans son cas, on parle de mort. C'est-à-dire que s'il y a une catastrophe sur un porte-avions, il y a des morts. Et donc il te dit ça, tu comprends que voilà, c'est pas un jeu quoi. Et donc cette qualité de savoir s'entourer de gens qui peuvent donner du feedback, pour ce mec-là, c'était quasiment numéro 1, tu vois. Mais alors, c'est intéressant que tu évoques ça. Ça arrive très souvent avec les CEO que j'accompagne, qui sont déjà un peu plus avancés, qui ont déjà eu des grosses marques de réussite, de reconnaissance, donc ils ont déjà levé beaucoup d'argent, ils ont déjà cranté des choses, qui me disent « Mounia, j'ai un gros problème dans ma boîte. Personne n'ose me dire la vérité. » Cette phrase, je l'ai entendue tellement de fois. Et le pire, je vais te dire, c'est que moi, j'ai souvent défendu
Le fait est que j'avais la porte ouverte, que j'étais facile d'accès, qu'on pouvait tout me dire et tout. Et j'avais un de mes sales, Lucas, qui aujourd'hui a monté sa boîte. Et quand il est arrivé, quand la boîte faisait 10-15 personnes, et il est parti, on devait être 80. Et à partir de 40-50, il me dit, Raph, t'es pas dedans, t'es pas dans les discussions, tu sais pas ce qui se dit. Et je disais, mais si, regarde, je parle à un tel. Et il me disait, non, on te parle pas à toi comme on parle aux autres, et tu vois pas les choses que nous on voit. Et j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter, et a posteriori, je peux le dire, Lucas, tu avais raison. Et comment t'as craqué le truc, toi? Moi, je l'ai pas craqué. Moi, clairement, je l'ai pas craqué. Comment tu le craquerais demain? Comment je le craquerais demain? Je pense que la différence, avec les profils que tu cites là, c'est l'humilité de l'échec. Et je pense que d'ailleurs, ce mec, tu vois, le commandant, il avait une grande humilité, une grande humanité. Et tu voyais quelqu'un qui, d'ailleurs, j'aurais dû lui poser la question, mais qui avait vécu des échecs, qui avait vécu, voilà, des moments où, clairement, peut-être la mauvaise décision a été prise. Et il disait d'ailleurs, faire la guerre, c'est que des décisions de merde. Donc c'est le fameux sketch, tu préfères avoir un bras qui fait 6 mètres ou avoir la grippe toute ta vie. Tu vois. Et il dit, c'est que des décisions comme ça. Parce que dans les deux cas, généralement, il va y avoir des dégâts, tu vois. Et donc, il avait ce poids de cette personne qui a pris, je pense, des décisions qu'il doit porter avec lui toute sa vie. Et donc, il avait le côté humble qui va avec. Et moi, je pense que maintenant, pour avoir vécu un crash en bonne et due forme, je suis redescendu de 10 étages dans moi-même. Ça veut pas dire que j'ai pas du tout de self-esteem et ça tout. Ça ne veut rien dire, au contraire, ça va bien avec. Non, on est là quand ça va bien avec, justement. Ouais. Et maintenant, sachant que je n'ai pas eu, parce que si j'avais d'ailleurs eu vraiment la porte assez ouverte et qu'on pouvait vraiment tout me dire, je pense qu'on n'en serait pas arrivé là, tu vois. Oui, donc la preuve par l'exemple que c'est parce qu'il y a plein de gens qui voyaient qu'il y avait un problème, qui l'ont peut-être vu d'ailleurs avant moi. Et pour autant, je l'ai pas. Alors, on en a déjà parlé à ça aussi. Il y a le fait qu'on te le dise et il y a le fait de l'écouter. Oui. Parce que parfois on te le dit et tu ne l'écoutes pas. Donc je pense qu'on a besoin parfois d'avoir des rappels de la vie, et ça marche en pro comme en perso. Et pour ceux qui en ont pas, franchement, je me mets j'essaie de me mettre à la place, je me dis c'est dur, quoi. Parce que t'as l'impression de détenir la vérité, quoi. Oui, et en fait, c'est ça le problème du rôle de patron. C'est que quel que soit ton niveau d'humilité, d'écoute, d'empathie dans la vie normale, l'habit fait le moine, malheureusement. Et surtout quand la boîte commence à grossir, voilà, 50 employés, tout ça, les gens te voient comme leur patron. Et que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Donc après, il y a plein de choses à mettre en place. Et moi, j'avais 3 témoins de mariage sur 6 de mon mariage qui étaient dans ma boîte. Donc, oui, tu vois, pour te dire aussi le niveau. Ouais. Donc, un peu donc, comme le commandant, tu vois. Donc, c'est intéressant ce que tu dis parce que, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a, parce que quand on dit, bon, Elisabeth Holmes, c'était son amant, machin et tout ça. C'est pas parce qu'on a des relations intimes, personnelles avec au boulot que ça empêche. Au contraire, dans plein de cas, c'est ce qui permet d'aller vers de l'authenticité. Moi, je pense vraiment là la clé. Et d'ailleurs, après, on peut justement aller sur qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand tu mens, tout ça. Mais la clé, c'est ce côté de est-ce que t'as honte? Est-ce que tu mens parce que t'as honte? Je pense que cette personne-là qu'on voit dans le documentaire ou d'autres, j'ai accompagné une personne là qui s'est retrouvée aussi au début a fait un petit mensonge et ensuite a fait des tonnes de mensonges pour cacher le premier. Alors que le premier, ça aurait été facile d'aller dire sorry, machin. Je pense qu'il y a vraiment un truc de profond de je suis pas assez bien, mais c'est dans mon ADN limite. Donc, je suis obligée de... Et c'est très différent de, justement, juste avant toi, on a enregistré un épisode avec Clara, il sera peut-être sorti, avec Clara Gold, il sera peut-être sorti quand celui-là sortira, on verra. Mais, où elle disait, non, mais t'es obligé d'être ta boîte. T'es obligé de t'identifier à ta boîte. Je lui dis que je suis pas totalement d'accord. Je lui dis, mais c'est une question de dosage. Tu peux, en fait, tout est une question de, est-ce que c'est continu dans le temps ou est-ce que c'est quantique? De manière quantique, de manière vraiment ponctuelle, tu es obligé d'être ta boîte. Mais si tu es continuellement ta boîte, ça marche pas. Tu es en train de mélanger toutes tes névroses, tous tes traumas, toutes tes peurs, tous tes trucs avec ton produit, ton product market fit, ta réussite, ton machin. Et ça, c'est la sauce, justement, attends, j'ai trop honte que mon produit ne marche pas. Donc elle était son propre mensonge. Mais Elisabeth. Voilà, elle était devenue son mensonge parce qu'elle était une entrepreneur à succès, couverture de Forbes, etc. Ouais, elle pouvait plus. Et donc, si elle revenait dessus, elle n'était plus Elisabeth Holmes. Ça a touché à son identité. Exactement. Et c'est ça, en fait. Donc, c'est ça. Je pense que là, on a une clé pour quand est-ce que je mens, quand est-ce que je mens pas. Mais si je suis défini par mon mensonge. C'est fini, en fait. Et il faut revenir. Il faut revenir avant que ce soit trop gros. Et moi, alors, je suis quelqu'un aussi de très optimiste et je pense que
en tout cas, je recommande quand j'ai ces problématiques avec une personne que j'accompagne, je recommande toujours de come forward. Alors, j'ai jamais eu une Elizabeth Holmes. Les enjeux come sont forward pour genre d'aller voir les gens à qui on a menti et de dire ouais, là voilà la vérité, j'ai menti, et d'être capable de vraiment expliquer j'ai menti parce que putain, je peux pas vivre avec moi-même. J'ai pas dit putain, j'ai dit lutin. Ça, c'est pour mes enfants à qui on dit de pas dire ce mot et à qui on dit il faut dire lutin. Mais vraiment, c'est hyper important, tu vois, de dire attends, là, je suis allée te voir. Ça demande un courage monstre. Ouais. Enfin, je sais pas si toi, dans ta vie, t'es déjà allé voir des gens que tu respectais et que t'aimais beaucoup, alors, dans la vie pro, dans la vie perso, et les regarder dans les yeux et dire là, je t'ai menti. Ben justement, en fait, c'est un peu aussi pourquoi je veux faire ce podcast aujourd'hui. C'est parce que moi, je me suis retrouvé dans une situation où j'étais typiquement dans ce cas-là, fondateur, macro, vision, la vente, le drive, on va par là. Pas du tout dans la finance. Bon, on connaît déjà l'histoire, puis pour ceux que ça intéresse. Je te confie la finance de 108 milliards. Il y a 1h30. Pour l'instant, non. On verra plus tard. Et 108 milliards, c'est plus facile quand même. Mais bref, j'ai pas vu des choses. Certaines choses, j'ai pas entendu. Certaines choses, j'ai sûrement aussi pas écouté. Et un mix de choses a fait qu'à un moment donné, on s'est retrouvé dans une position financière très compliquée. Et à ce moment-là, j'ai réalisé, en effet, évidemment, j'ai mis du temps, il a fallu creuser. Mais dès que j'ai réalisé, alors même que j'avais pas toutes les cartes en main, j'ai dû faire un mail à tous les investisseurs de la boîte. Il y en a quand même 30. Dedans, il y avait énormément de gens, quasiment tous même que je respectais, et pour lesquels j'avais de l'admiration, parce que c'est des gens qui mettent leur argent en perso, et je l'ai déjà expliqué aussi dans l'autre podcast, mais pour moi, c'est énorme. Oui, c'est des business angels. Oui, voilà, donc c'est de l'argent, leur argent durement gagné. J'ai dû leur dire, bah voilà, il y a une situation dont j'ai pas parlé, dont j'avais pas forcément conscience, qui vient d'empirer à l'instant T parce que nous, il y a un fonds d'investissement qui est pas venu. Et voilà la situation, voilà tous les chiffres, voilà comment on en est arrivé à là. Je suis évidemment profondément désolé que ça arrive. Voilà ce qu'on va faire à très court terme. Voilà comment on pense s'en sortir sur le long terme. Je suis disponible pour vos questions. Et ça a été une des choses les plus difficiles que tu as fait de ta vie. Ça a été extrêmement difficile. Je pense qu'en effet, c'est une des choses les plus difficiles que j'ai fait de ma vie. Vraiment. Et si tu l'avais pas faite? Ça aurait été... je ne pense pas que je te parlerai aujourd'hui. Bah oui. Clairement. Parce qu'en fait, j'ai eu énormément de réactions, quasiment tous de l'ordre de « ça fait chier, mais merci pour la transparence et bon courage, et si je peux aider, je suis là ». Là, on est déjà à 80%. On est 10% de ça fait chier, je suis surpris, bon courage, et on est à 5% de c'est quoi ce bordel, tu vois. 5% de c'est quoi ce bordel, on en a déjà parlé. Ils se sont vite pareil, on y va, on propose un meeting, on fait 1 heure, on s'excuse, on explique. Et alors je vais te dire justement, là on arrive à la clé pour décortiquer. Alors on va faire de la psychanalyse de Bar PMU et on n'est pas dans la tête de cette Elizabeth Holmes, on n'en sait rien, mais de ce qu'on voit un peu, parce qu'on s'en fout, c'est pas elle le sujet, c'est ce que la mini-série montre, c'est ce qu'on vit tous dans nos têtes, c'est des archétypes de nos sujets à tous. Ce qui t'aurait empêché de faire ça, de manière très caricaturale, c'est si t'avais un daddy issue de si je ne réussis pas, j'ai plus le droit d'être aimé, j'ai plus le droit d'exister. Et c'est ce chemin-là que je dis de manière très... C'est hyper fréquent et c'est plus complexe, évidemment. Je dis jamais, non, je vais pas être aimé par mes parents si je réussis pas ma startup. Mais au final, c'est ce qui guide, c'est ce qui drive l'essentiel de nos actions. Et toi, si tu avais eu un manque à ce niveau-là ou une fragilité, elle, on voit qu'elle avait été vachement marquée par son papa qui perd son boulot. Enfin, tu vois, elle, la première, justement, le premier moment où je ressens une honte de ouf, c'est quand ils vont dîner chez les potes, chez les amis de ses parents qui ont de l'argent. Tu sens que la meuf, elle se sent mais tellement humiliée d'être là. Et donc, après, ce sentiment d'humiliation, elle l'a gardé, en fait. Enfin, en tout cas, c'est l'interprétation que j'ai. C'est pour ça qu'elle a jamais contacté l'ami de ses parents, qui aurait pu l'aider, qui aurait pu... tu vois. Et toi, donc, le moment où t'as eu... Effectivement, ça t'a demandé une énorme force, un énorme courage d'aller envoyer ce mail, mais t'aurais été incapable de le faire si t'étais pas sécure, si tu mélangeais les deux. Je sais pas si... Si, et je vais te dire quand est-ce que je me suis rendu compte de ça.
j'ai eu la chance, voilà, c'est bizarre comme chance, mais de me marier pendant que la boîte était en redressement judiciaire. À ce moment-là, moi, évidemment, ce qu'occupe ma tête, c'est beaucoup le redressement judiciaire. Donc quand tu te maries, les gens font des discours. Et en fait, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que sur tous les discours et sur toutes les interactions que j'ai eues avec les 200 personnes qui étaient là ce week-end-là, personne n'a parlé de ma boîte. Non pas pour dire Raph, entrepreneur, tu vois, parce qu'ils savaient même pas quelle était MRJ ou pas, tu vois. Très peu de gens savaient, peut-être plus mes parents, tu vois. Mais même mes potes, personne n'est venu me dire, au fait, ta boîte et tout. Même pas eux, ils pensaient que ça allait, tu vois. Mais même pas, ça va, ou même pas, ça va pas. C'est-à-dire qu'ils me définissaient pas par ma boîte. Eux, ce qui comptait pour eux, c'était plein d'autres choses. Et en fait, je suis ressorti de ce week-end en me disant, mais en fait, ils s'en foutent. Et ça, c'est un message que j'envoie à tous les entrepreneurs qui sont un peu dans les ténèbres. Et ça, je l'avais lu et ça m'avait fait un bien fou dans Hard Things About Hard Things de Ben Horowitz, donc un énorme investisseur entrepreneur dans la Silicon Valley, et qui écrit dans son bouquin d'une manière très simple, votre femme s'en fout, vos associés s'en foutent, vos salariés s'en foutent, vos investisseurs s'en foutent, vos amis s'en foutent, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout à part vous. Parce que pour vous, c'est le plus important du monde. Donc vous êtes à 100 sur l'échelle. Mais eux, ils sont même pas à 5. Et donc, chill, tu vois, tranquille. Donc vous dites la vérité. Oui, dis la vérité et puis arrête de penser que c'est aussi important pour les autres que c'est important pour toi. Ce qui est important pour les autres, c'est eux-mêmes. Tu vois ? Et quand tu comprends ça, ça aide énormément. Juste c'est hyper important ce que tu es en train de dire, du coup, clarifie un peu. Qu'est-ce que toi, quand dans ta tête tu n'oses pas dire à tes investisseurs un truc, alors ce qui n'a pas été ton cas, toi tu as osé, mais imaginons que tu aies pris l'autre chemin, quelqu'un qui n'ose pas dire à ses investisseurs la vérité, il se fait quelle montagne ? À quel endroit il est à 100 et à quel endroit en fait tout le monde est à 5 ? Exactement, et c'est là où tous les exercices qu'on fait chez Champ Milliards sont très intéressants, parce qu'on touche exactement à une représentation qu'on a des autres, donc on essaie de penser à la place des autres, et à se dire que l'autre, pour lui, ça va être la news de son mois ou de son année, tu vois, alors qu'en fait, il a sa propre vie, sa propre existence, ses propres problèmes, ses propres sujets, il a sûrement aussi des sujets lui-même où il doit faire le ménage, et en fait, ton sujet à toi, quand il est amené de manière saine, bien écrite, avec toutes les infos transparentes, humbles, avec tout ce qui va bien comme formulation et comme forme même dans le message, en fait, qu'est-ce que tu veux qu'ils répondent d'autre à part merci pour l'info, ça fait chier, mais bon courage, quoi, tu vois. Et... Ah oui, donc je comprends. Donc c'est-à-dire que toi, tu dis, moi, je me faisais une montagne, mais sur la pile des investisseurs, par exemple, sur ce qui leur occupe le cerveau, le fait que ils perdent leur argent dans cette boîte, c'était pas. Et l'info était même pas qu'ils perdent leur argent. L'info était que le fonds était pas venu et qu'il y avait une dette qu'on n'avait pas monitorée, des fameux retards de paiement, et que du coup, ça mettait la boîte dans une situation compliquée. Ouais. À l'instant T, c'est cette info-là. Ouais. Mais cette info-là, pour moi, ayant pris conscience qu'en effet, j'avais minoré moi-même cette information et que du coup, certains pouvaient le recevoir, et ça a été aussi un sujet. Comme du mensonge, alors que en effet pour moi c'était pas du mensonge parce que je l'avais pas en tête, je l'avais pas lu comme ça, je l'avais pas compris comme ça, et donc quand tu dis, j'avais évidemment pas honte d'aller vers eux et de lever des fonds et d'être très serein sur ce que je vendais, mais a posteriori moi j'ai ressenti ce truc en me disant ah merde, et eux est-ce qu'ils vont pas se dire que, tu vois, et d'ailleurs ça a été la discussion avec certains, et en fait ce qui m'a sauvé c'est que dans le process j'avais envoyé des infos notamment au fonds d'investissement dans lesquels les chiffres et cette fameuse dette retard de paiement était dedans. Oui, il y avait des infos, d'ailleurs certains business angels avaient aussi l'info. Le truc c'est que personne s'est alerté et que donc moi je me suis pas alerté non plus et que j'aurais dû, et que donc voilà, quand ça nous a pété la tête au retour de l'été, ça fait mal, tu vois. Mais donc ce que j'entends c'est que toi dans ton cas, à aucun moment t'as voulu mentir et quand il a fallu comme forward sur des trucs un peu plus gênant, t'y aller. Et rapidement si aussi, on va mettre aussi le sujet rapidement. Et donc toi, on va dire que tu n'es pas un menteur. On peut partir de là-dessus. J'espère. Là, mais tu vois, après tu te mens à toi-même à certains endroits, etc. Comme tout le monde, comme nous tous. Mais moi maintenant, j'ai envie d'aller attaquer le sujet du mensonge différemment. Et quand tu sais très bien tout ce que tu viens de dire, mais que tu décides de mentir, est-ce que ça peut pas être parfois une bonne décision ? Justement, pas de jugement, pas de machin. Est-ce que la question d'aujourd'hui, est-ce que c'est toujours une mauvaise chose de mentir ?
évidemment, on pourra toujours trouver, comme tout, il y a un contre-exemple à tout. Donc tu pourras toujours trouver un cas dans lequel il a bien fait de mentir. Moi, la question que je te retourne, c'est est-ce que c'est toujours une bonne décision pour toi, déjà vis-à-vis de toi-même, dans ta propre santé mentale? Parce que là, bien. Souvent, que, déjà, en fait, tu vas... Ça a été étudié. En fait, on voit les parties du cerveau qui sont sollicitées quand tu dis la vérité, quand tu dis pas la vérité. C'est pas du tout les mêmes. En fait, ça stresse énormément notre cerveau quand on ment. C'est-à-dire que tu peux faire l'expérience, on peut, je sais pas, mettre ton cerveau en imagerie cérébrale et tu commences à dire des conneries. Et évidemment, quand il n'y a pas d'enjeu, ça stresse pas trop ton cerveau. Plus il va y avoir de l'enjeu, plus ça va stresser ton cerveau. Donc l'idée, c'est, et justement, quand on revient au Dropout, là, la série, quand ta vie devient un mensonge, en fait, c'est comme si tu mettais ton cerveau en permanence sous des très très hauts niveaux de stress, de cortisol. Alors tu pourras me dire, de toute façon, un entrepreneur, il est plus à ça près. Quand tu vois la fille dans la série, je pense que si, il est à ça près, ouais. Oui, en fait, non, mais je veux dire, il est déjà, de toute façon, qu'il mente ou qu'il mente pas, il est déjà avec des hauts niveaux de cortisol. Justement, c'est pire. C'est pas à peine d'en rajouter. En fait, c'est ça, c'est que ce qui se passe dans ton cerveau, il y a une sorte de dissociation dans ta tête quand tu mens. En fait, c'est parce que comme notre cerveau adore la cohérence et a besoin de cohérence, c'est comme si en permanence surtout quand c'est des choses qui sont de l'ordre du passé. C'est une différence de dire je visualise le futur, etc. Et je suis en train de me mentir sur ce qui est devant moi et ce qui est de l'ordre du passé. Est-ce que notre cerveau, il sait si c'est un mensonge ou pas, du coup? Oui, il sait. Quand c'est des parties qui peut vérifier, il le sait. C'est pour ça que ça stresse le truc. C'est toujours cette histoire de cohérence. Maintenant. D'où le fait que t'aies pas l'impression de mentir et que t'aies pas ce stress quand tu sais pas. Exactement. Et effectivement, toi tu dis j'avais aucune honte à aller lever des fonds, etc. parce que je ne savais pas. Donc c'est très facile en fait quand tu ne sais pas. Mais quand tu sais, ça stresse ton cerveau. C'est pas si simple que ça de mentir en fait. Après il y a des gens, voilà. Je pense que en fait ce qui se passe beaucoup, c'est des stratégies qu'on a mis en place dans l'enfance. Beaucoup de gens. Alors il y en a c'est pathologique, mais il y en a plein c'est pas pathologique. Ça a été des mécanismes de survie. Donc en fait, ton cerveau sait très bien mentir. Même si c'est pas confortable, même si c'est pas écologique pour lui, il va y aller. Et ça, honnêtement, c'est beaucoup plus courant qu'on le pense. J'ai envie de dire, on y est tous à petite dose. Tu sais, c'est le petit mensonge de, tiens, j'ai pas envie d'aller à ce dîner, je vais dire que je suis fatiguée. Tous ces petits trucs-là, on le fait tous un peu. On joue des masques, enfin, on joue des rôles, tu vois. Et pour revenir à ton truc, tu me dis, oui, non, mais par contre, ce qui est aussi intéressant, ce que les études peuvent montrer aussi, c'est que, en fait, les cerveaux des autres entrent un peu en syntonie ou pas. Donc, quand tu mens, il y a une partie en face qui le sent. Ça veut pas dire qu'ils vont pas croire tes trucs, parce que le problème aussi, c'est que on est fait d'histoires et on aime les histoires. Et en fait, les gens, ils ont qu'une envie, c'est de croire à tes conneries. Tes investisseurs, ils ont envie de croire que ton produit marche. Évidemment, parce que même eux, il faut comprendre aussi la cascade du truc. Toi, tu viens nous pitcher ton truc, on croit ton bullshit. Nous, on va le pitcher à nos associés. C'est ça, c'est que c'est une chaîne. Notre bullshit. Et puis après, on va le pitcher à nos LP, les investisseurs qui investissent dans les fonds et qui croient notre bullshit. C'est une espèce de cascade de l'enfer. D'ailleurs, ces cascades-là, c'est intéressant. Mais voilà, exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est dans un sens comme dans l'autre. Quand ça commence à se casser la gueule, c'est pour ça qu'à chaque fois, les crises financières prennent des ampleurs énormes. En fait, finalement, on revient. C'est même pas une question que de mensonges. Parce qu'après, on peut dire dans le quotidien des petits mensonges. Moi, par exemple, honnêtement, et j'assume, je fais plein de petits mensonges dans le quotidien pour protéger mon intimité. Alors, dire à quelqu'un, désolé, j'ai du travail, je ne peux pas dîner avec toi ce soir, je le fais hyper souvent. Alors qu'en vrai, je gère mon agenda comme je veux, et si je choisis de ne pas dîner avec toi, parce que je préfère prioriser mon travail, mon repos, un dîner avec quelqu'un d'autre. J'ai pas besoin de te raconter. Enfin, je crois beaucoup aux mensonges qui. Je vais pas aller te dire, écoute, en fait, j'aime pas ta gueule, donc j'ai pas envie de dîner avec toi, donc du coup, attends, je vais. Bien sûr. Et bon, en tout cas, moi, j'assume. J'ai pas de problème avec ça. Donc, j'ai pas du tout une vision puritaine de. Il faut jamais dire de mensonges. Je pense que ne pas me mentir à moi-même et me dire à moi-même, écoute, en fait, t'as aucune envie d'aller dîner avec cette personne, n'y va pas. Je trouve que ça a énormément de valeur. Parce que sinon, après, moi, je sais que je peux avoir une tendance aussi people pleasing parfois. Et justement, le problème de toutes les injonctions un peu puritaines, un peu morales, de non, faut jamais mentir, faut jamais, c'est que ça nous fout dans des trucs où finalement on se ment à nous-mêmes toute la journée. On n'est plus nous-mêmes. Donc, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est vraiment plus sur des. Comment dire ? J'ai perdu le fil de ce que j'allais dire. Est-ce qu'il y a un sujet dans ce que tu dis là qui est aussi un sujet. Cerveau, mode automatique, mode adaptatif. Je suis pas sûre.
Je suis pas sûre parce qu'en fait. Est-ce que ça devient pas à un moment donné ton mode automatique? Bien sûr. Ah si, si. Dans ce sens-là. Est-ce que certaines personnes. Et du coup, sortir du mensonge, c'est mettre en place ton mode adaptatif, donc c'est très dur. Ah oui, c'est sûr que pour des gens, même c'est une maladie, la mythomanie. Hein, donc, dans l'effet vraiment pathologique. Tu penses qu'elle est mythomane, Elisabeth Holmes? Je sais pas. Est-ce que c'est ça la mythomanie? Je crois pas. Non, je pense pas qu'elle soit mythomane, elle. Non, parce que le mythomane, elle est drivée, elle sait très bien pourquoi elle ment. C'est assez différent. Le mythomane, c'est différent. C'est vraiment. Mais c'est juste poussé à l'extrême. Elle, je pense que ça aurait continué. Elle était en train d'aller vers de la mythomanie. Moi, j'ai un dernier point que je voulais voir avec toi sur la relation justement au fait d'être aimé. Je prends une autre référence sur Amazon Prime. Ils ont sorti un documentaire sur Jérôme Jarre. Tu vois, si t'as suivi, c'est un mec qui était dans les réseaux sociaux au début de Vine, tout ça, qui a créé la Love Army, donc qui était une association humanitaire pour aider les Rohingyas au Bangladesh. Et il y a un documentaire là qui est sorti. On n'a plus de nouvelles de ce mec depuis 4 ans. Et il a levé 4 millions de dollars. Et ça a été utilisé plus ou moins bien. C'est ce que nous montre le documentaire. Et lui, il a un peu menti sur les bénéfices, en tout cas sur ce qui avait été fait. Et le mec qui fait le documentaire, Charles Villa, qui est un super gars si t'aimes les documentaires, qui fait pour Brut notamment, il explique personne lui en aurait voulu s'il avait dit, au lieu de construire 3000 maisons, on en a construit 1000, tu vois. Parce que, en fait, l'humanitaire, c'est compliqué, parce que je savais pas, mais ça coûte cher, c'est machin, tu vois. Mais il s'est enfoncé dans le truc, et même encore aujourd'hui, il refuse de parler, il refuse de... Et je pense qu'en fait, ce mec a reçu tellement d'amour lié à ce projet-là, que il a l'impression, un peu comme Elisabeth Holmes a reçu tellement d'attention et tellement de bravo, super ce que tu fais, que revenir en arrière, ça coûte trop cher, tu vois. Et du coup, je reviens à la question un peu pratico-pratique, mais quand on a un peu passé la date, bon déjà, faut revenir le plus vite possible dessus, donc ça c'est évident, mais quand on a un peu passé la date, qu'est-ce qui peut faire qu'on s'en rend compte et qu'on se dit non, en fait, faut quand même que je revienne dessus. Franchement, c'est très dur, je pense. Et surtout que si t'as passé la date, c'est que t'avais pas autour de toi des gens qui t'ont réveillé avant. Donc c'est déjà, tu vas pas. En fait, je vois pas comment une personne qui a déjà passé toutes ces étapes peut revenir toute seule sans qu'il lui arrive un gros truc sur la gueule, type 11 ans de prison. Lui, tu vois, par exemple, il était très solitaire aussi. C'est un truc qui revient souvent. Très solitaire dans la gestion, dans le truc, très peu de gens qui l'accompagnent, très peu de visibilité. Et du coup, en effet, je pense peu de feedback et peu de personnes pour dire là, c'est chaud, quoi. Mais je pense que parce qu'on pourrait en parler des heures de ce sujet, je pense qu'on a déjà tiré des pistes. La piste de voir sa honte, je pense que c'est ce qu'il y a à retenir de cet épisode. Et peut-être le dernier, pour conclure, on va revenir à Tarte à la crème de Mounia, l'amour inconditionnel. Je croyais que t'allais dire l'écriture. En fait, ce que j'entends, c'est toutes ces personnes-là. Donc, tu parles de ce monsieur, on parlait d'Elisabeth Holmes. Je pense que c'est des gens qui ont eu tellement d'amour en mentant que c'est dur pour eux de revenir. C'est l'amour conditionnel, ça, du coup. Bien sûr. Je veux dire, en fait, leur système s'est dit, si je mens, je suis aimé. Si je ne mens pas, je suis pas aimé. Si t'arrives à te dire, en fait, que je mente ou que je mente pas, je serai aimé pareil. Et donc, tous ceux qui sont parents ou qui sont futurs parents, dire à tes enfants, je t'aime pareil quand tu mens ou quand tu mens pas. Vous allez voir, les enfants, il y a un moment où ils s'amusent à mentir et c'est comme ça qu'ils découvrent leur pleine puissance. Attends, je mens, il s'en est pas rendu compte. Ils sont hyper contents quand ils sont... Des fois, on fait semblant. Tu mens pas, je t'aime pareil. Tu fais une bêtise, tu fais pas de bêtise, je t'aime pareil. C'est fondamental. Très intéressant, comment chacun peut se challenger là-dessus. J'aime beaucoup cette conclusion. Bon, suite au prochain épisode. Salut Moulia.